regrouper les Maliens, de mettre de côté toutes nos divergences et de penser au Mali. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, la première phase de la transition n'a pas été ce que les Maliens attendaient. Ceux qui ont parachevé le mouvement du M5, je crois, c'est comme ça que ça a été dit à l'époque, ont écarté le M5 et les partis politiques. Ils avaient peut-être leur raison. C'est peut-être qu'ils voulaient être totalement indépendants des politiques pour amener le Mali nouveau. Mais ceux qui avaient fait les événements avec eux n'ont pas entendu de cette oreille-là. Pendant 9 mois, on a entendu le M5 dire qu'il s'agissait d'un pouvoir militaire qui n'était ni légitime ni légal et qui était une dictature, etc., etc. Vous avez entendu pendant 9 mois, finalement, la transition pendant 9 mois n'a absolument rien fait. Elle a été contestée, bien sûr, on ne l'a pas facilité le travail. Et puis il y a eu cette deuxième phase qui a commencé il y a presque un an maintenant, enfin il y a un an, pratiquement jour pour jour, parce que je crois que c'était le 24 mai dernier, et il y a eu ce qu'on a appelé la rectification de la transition. Malheureusement, ça fait un an maintenant que nous sommes dans cette rectification. Moi, j'ai pas besoin de porter de jugement. C'est d'abord les gens du M5, écoutez-les. Tous, presque sans exception, sauf leur premier chef, qui est le Premier ministre, tous aujourd'hui nous disent que nous sommes dans une situation pire qu'avant août 2020. Deuxièmement, le Conseil national de transition, qui est l'organe qui doit évaluer le gouvernement, qui a voté le programme d'action gouvernementale. J'ai vu il y a 2-3 mois ce conseil évaluer le travail qui a été fait jusqu'aujourd'hui par le gouvernement, et j'ai cru même entendre qu'on lui a donné une note de 3 sur 20 qui équivaudrait à une note de renvoi si on était à l'école. Donc on est obligé de constater aujourd'hui que ce gouvernement a échoué. Moi, je ne dis pas que la transition a échoué, parce que je considère que la transition doit nous englober, nous tous. Mais malheureusement, force est de constater que ce gouvernement a échoué. Il y a eu beaucoup de mots, il n'y a eu que des discours. Il y a eu les assises nationales, auxquelles moi je n'ai pas participé, bien que j'ai été invité par le président en personne, le chef de la transition, qui m'a reçu, qui m'a demandé de participer aux assises. Je lui avais dit que, par respect pour lui, je pourrais venir aux assises, mais malheureusement, je sais que ceux qui l'ont organisé n'ont pas l'intention de refonder le Mali, que c'était juste pour dire que le peuple a décidé de proroger la transition, c'était tout, et que ça ne marchera pas. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devant ce constat. C'est parce qu'on a été aux assises qu'on a décidé que le peuple a décidé qu'il fallait proroger la transition de 6 mois à 5 ans, ce qui est quand même une fourchette assez élastique. Et puis voilà, on est sorti de ça, on a décidé de proroger de 5 ans. C'est ça qui a provoqué la crise avec la CEDEAO, qui a entraîné les sanctions que nous connaissons, dont nous subissons les conséquences désastreuses. Et aujourd'hui, on est dans cette situation, malheureusement. D'accord. À l'heure du bilan, maître, nous aimerions quand même, en fait, parler de 3 points qui sont très importants aujourd'hui. La liberté d'expression, la lutte contre la corruption et l'impunité, et la question électorale. Nous allons commencer par la question de la liberté d'expression. Nous voyons des arrestations en longueur de journée. Nous entendons parler par-ci que c'est bien fait, que la liberté d'expression doit être vue différemment du libertinage d'expression. De toutes les façons, vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme de droit, comment voyez-vous aujourd'hui cette question dans notre pays? Disons, moi, j'ai toujours été intransigeant sur le respect des droits des citoyens. Je suis avant tout un militant des droits de l'homme, je suis un avocat et je n'accepterai d'aucun régime la violation des droits. Mais il faut dire que nous sommes effectivement dans une situation d'exception et qu'il faut allier la sécurité et la liberté des citoyens. Donc cette juste mesure, il faut la trouver et elle n'est pas facile.
Je ne sais pas, j'ai pas très bien compris le sens de votre question. Qu'est-ce que vous voulez demander exactement? Allez-y au fond de votre pensée. Non, ce que je veux vraiment demander, c'est votre point de vue en fait sur la liberté d'expression au Mali. Pensez-vous qu'elle est violée? Bon, a priori, on ne peut pas l'appeler comme ça. Je pense que nous avons les mêmes organes de presse. Excusez-moi, nous avons les mêmes organes de presse, tant écrites que orales. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui qui font plus que ce qu'on attend d'une vraie liberté de la presse. Bon, donc on ne peut pas dire a priori qu'il n'y a pas de liberté de la presse au Mali. Je n'ai pas vu de journaux interdits de parution, ni de radios fermées. Non. Maintenant, moi, je vous soupçonne de déplorer le silence, peut-être volontaire ou involontaire, que la classe politique s'est imposée. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler, mais moi, je ne me sens pas privé de liberté. J'ai toujours dit ce que je pense et sans crainte et sans aucune conséquence. Deux situations se sont produites, maître, face auxquelles nous avons quand même fait face à un grand silence effectivement de la classe politique. En fait, le cas de Oumar Mariko, président du SADI, en fait on ne sait pas où est-ce qu'il est, il est avec qui, personne ne sait, mais personne n'en parle parmi les hommes politiques. En tout cas, on ne vous entend pas tellement. On a vu aussi l'arrestation, la détention et dans des conditions déplorables pour d'autres Maliens de feu Soumaïla Boubèye Maïga, et là encore dans le silence de la classe politique. Quel commentaire? Je pense que ces situations ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne l'ancien Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, paix à son âme, moi j'étais un de ses conseils, le premier conseil. Je me suis retiré du dossier et je me suis expliqué publiquement là-dessus. Je ne vais pas revenir sur ça. J'estimais que c'était une procédure totalement illégale qui avait été engagée contre lui et que la justice avait été, à mon avis, instrumentalisée dans un domaine politique, et je me suis retiré du dossier parce que je n'avais rien à y faire en tant qu'avocat. Vu les violations flagrantes de toutes les procédures, ça s'est jamais vu dans notre système judiciaire. J'ai protesté contre et puis j'ai fini par en sortir pour ne pas être complice. À partir de là, je n'avais plus le droit de commenter cette affaire ni d'en parler. Au décès du Premier ministre, j'étais là évidemment, j'ai pris la parole pour déplorer ce qui s'était passé. À son décès, sa famille m'a appelé pour me demander mon avis sur ce que souhaitait le procureur général de la Cour suprême, qui est un acteur majeur de ce dossier, et qui avait demandé à la famille de renoncer expressément à demander une autopsie. Sinon, il voulait ordonner une autopsie. J'ai conseillé la famille, je leur ai dit de donner leur accord et de prendre le corps de leurs défunts parents et de s'en occuper dignement. Et je pense que la décence interdisait pendant leur deuil de parler encore de ce dossier. Mais je pense que l'ensemble de la classe politique a déploré cette arrestation et puis la fin tragique de cette affaire-là. Je pense que la classe politique a suffisamment parlé, mais avec les réserves que le deuil imposait. En ce qui concerne Oumar Mariko, vous savez bien qu'il ne fait pas partie de mes amis. Bon, mais quand il a été arrêté pour la première fois, j'ai protesté. Mais il ne m'a pas demandé, c'est quand il est sorti, il m'a appelé pour dire qu'il avait cherché à me joindre pour le défendre. Malheureusement, il n'avait pas pu me joindre. S'il avait pu me joindre, je l'aurais probablement défendu. Ça, c'est mon rôle d'avocat. Mais là, cette fois-ci, je n'étais pas là d'ailleurs quand l'incident qui est arrivé avec lui est survenu, mais j'ai appris sur les réseaux qu'il avait été recherché suite à des propos tenus contre l'armée et qu'il avait disparu. Bon, moi, dans ce genre de choses, je n'aime pas les spéculations. Je n'ai pas de dossier, je n'ai pas été saisi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas me permettre de prendre publiquement à la légère la parole.
Donc je n'ai pas entendu de manifestation depuis de la part de Omar Mariko, ni de sa famille. Personne ne sait en fait ce qui s'est passé. Vous avez vu l'affaire de Omar, de Brahma Touré, qui fait l'objet de beaucoup de spéculations, parce que beaucoup de choses ont été dites qui sont absolument inexactes. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses inexactes. C'est dû au fait que les gens se précipitent pour faire des déclarations de principe, de prendre des positions partisanes qui ne reposent pas sur des faits précis. Moi, j'évite ça. D'accord. Voilà. Nous saluons la présence ici justement de M. Babarou Bokoum, qui est secrétaire politique du SADI. Nous saluons également la présence de M. Moussa Djiré, président de Émergence 223. Alors, maître, lutter contre la corruption et contre l'impunité. Voici quelque chose qu'on peut dire a coûté cher en fait au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Avec le recul, avec le temps, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes selon vous? Mais posez la question à ceux qui sont en charge de cette lutte. Mais ce que moi je constate, c'est que d'abord pour mener la lutte contre la corruption, il faut soi-même être totalement blanchi. Il faut ne pas avoir de dossier à la justice. Il faut en quelque sorte être exemplaire. Vous ne pouvez pas, lorsque vous-même vous avez un dossier au pôle économique, de manière sérieuse et crédible, entamer la lutte contre la corruption. Je pense que c'est le premier handicap qui fait que cette lutte au juge, aucune décision d'aucune autorité administrative. Et vous avez vu très récemment, c'est sorti dans la presse, que certains d'entre eux sont maintenant seulement, après 6 mois de préparation de l'esprit des gens, ils sont seulement maintenant déférés à la justice. Comment voulez-vous que la lutte contre la corruption soit crédible dans ces conditions-là? La justice, elle doit être absolument indépendante. Elle n'est pas dans le temps de la transition. La justice, elle est permanente. Elle est assurée par des magistrats, les cours et les tribunaux qui doivent être des hommes et des femmes indépendants, qui ont un pouvoir qu'ils détiennent de la Constitution et qui fait qu'ils sont indépendants et du législatif et de l'exécutif. Mais malheureusement, les procédures judiciaires aujourd'hui sont lancées par l'exécutif. Et ce sont des procédures ciblées, on le sait. Et à mon avis, ça ne marchera pas comme ça. Il faut qu'on laisse la justice en toute sérénité, en toute indépendance, lorsqu'elle est saisie de dossiers, qu'elle les étudie à charge et à décharge, en respectant les droits humains, en respectant les droits de la défense. Là, on peut aboutir à des décisions qui seront acceptées et respectées par le peuple. Mais quand le peuple a l'impression qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi et d'autres qu'on poursuit parce que simplement c'est des ennemis politiques, ça ne marchera pas. D'accord. En tout cas, vous avez été le premier président de la CENI au Mali. C'est quand même une grande occasion pour nous de vous interroger justement sur le projet de loi électorale et ce que vous pensez de l'organe unique de gestion des élections. Merci Dissa, c'est une grande question. J'étais il y a quelques jours avec mon digne fils Rasbat dans son dossier, dans son émission qui est suivie par, je crois, le monde entier. Le grand dossier tous les mercredis. Voilà, j'ai eu beaucoup d'appels. Je suis allé là-bas pour parler de cet organe unique. Et avant ça, j'avais été invité par le CNT, le Conseil national de transition, devant la commission loi, à parler du projet qui a été déposé par le gouvernement. Bon, la première chose que je dis et que j'ai dite à cette émission des grands dossiers, c'est qu'on prend, je trouve, trop de liberté avec la vérité historique. On falsifie les données, on falsifie les faits, on fait des discours populistes pour souvent justifier des projets qui ne sont pas justifiables. Ce projet de loi, dans sa justification, d'abord procède de contre-vérité. J'ai entendu Rasbat rappeler et jouer une intervention du Premier ministre qui disait que depuis 2002,
on a souhaité l'organe unique, mais que tous les présidents qui sont venus ont attendu la fin de leur mandat, qu'on avait mis le CARI en place pour qu'il n'a pas pu faire parce qu'on a voulu que ça soit à la fin du mandat du président ATT, que IBK est venu, le dialogue national a décidé de faire l'organe unique en 2023 pour que ça ne concerne pas le régime IBK lui-même. Je suis désolé de dire que c'est une contre-vérité absolue. C'est pas en 2002 qu'on a demandé l'organe unique. Au contraire, en 2002, on n'était plus d'accord avec l'organe unique qu'on a expérimenté en 97. Je suis le premier président, effectivement, de la première CENI du Mali. J'ai vécu cette crise-là dans ma chair. Comment elle est venue, cette crise-là? C'est les mêmes acteurs qui, au lieu du M5, étaient à l'époque au COPO, collectif des partis politiques de l'opposition, qui sont venus, moi, me trouver à mon cabinet en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats pour me dire: Monsieur le bâtonnier, nous souhaitons que vous interveniez auprès du pouvoir, auprès de l'ADEMA à l'époque qui était au pouvoir, pour que nous allions vers une loi consensuelle. Si on ne fait pas ça, il y aura une crise, ce sera la catastrophe, nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, à l'époque, c'était à la mode les CENI. Ils ont dit: on veut une CENI, une commission indépendante, sans quoi il n'y aura pas d'élection. Alors nous avons été partout, chez les religieux, dans les chancelleries. Tout le monde a parlé à l'ADEMA et ne veut rien entendre. Donc notre dernier recours, c'est l'ordre des avocats. J'ai pris acte, le conseil de l'ordre m'a donné mandat de faire cette médiation et j'ai été voir le premier ministre à l'époque qui était Ibrahim Bokar Keïta, paix à son âme, qui, après consultation du président Alpha Omar Konaré, m'a appelé et m'a dit: Monsieur le bâtonnier, puisque c'est vous, nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas d'accord pour perdre du temps. Ces gens ne veulent pas d'élection, ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent nous faire perdre du temps. J'ai dit: Monsieur le Premier ministre, nous sommes des avocats, nous n'avons pas de temps à perdre. S'ils veulent une loi consensuelle, on s'implique pour ça. Et on a commencé le travail avec le ministère de l'administration territoriale. À la veille de la première réunion, cette opposition qui était venue me trouver dans mon cabinet pour me demander notre médiation a écrit dans le soir de Bamako qu'on ne m'avait rien demandé. Et oui, et le matin, à 7h, je suis appelé par les membres du conseil de l'ordre qui me disent: Monsieur le bâtonnier, on vous avait prévenu, les politiques, voilà. Je dis: attendez, ne vous affolez pas. On n'a rien demandé, s'ils n'ont rien demandé, on s'en va, on n'est pas payé, on n'a pas encaissé d'honoraires. Où est le problème? Donc on arrive dans la salle, la majorité a dit: ah si, l'opposition ne demande pas, nous on demande la médiation du barreau. On a fait cette médiation. En 8 jours, on a abouti à une loi consensuelle. Quand on a rédigé, on s'est mis d'accord sur toutes les dispositions de la loi, je pense à peu près 213 actes. À la fin, un des partis de l'opposition, on est d'accord avec rien du tout. Enfin bref, cette loi a été adoptée et moi je me suis pris dans le piège. Pour avoir réussi cette médiation, on m'a demandé de présider la CENI, qualité de bâtonnier, et j'ai accepté. Mal m'en a pris. Parce que c'était quand vous avez l'unanimité des politiques, maintenant que je fais partie de cette classe-là, je sais ce que c'est, mais au début, quand vous avez toute la classe politique avec vous, c'est le moment de vous méfier. Bref, on a donc imposé au président Alpha Omar Konaré la CENI, qui pour une fois organisait les élections dans tous ses aspects. On a pris en charge le fichier électoral, l'organisation matérielle et technique des élections, la proclamation des résultats provisoires, etc. L'entièreté du processus électoral, c'était la première fois. Et ces membres de l'opposition, c'est eux, en premier, qui ont demandé cette CENI-là, qui nous ont empêchés de travailler. Et je parle sous le contrôle de Rasbat ici, après notre émission, il m'a appelé 2 jours après, il m'a dit: mon cher père, le chef de la garde de la CENI, la garde républicaine qui était à la CENI, pendant 2 jours m'a cherché, il est venu me voir, il m'a dit: mais j'ai écouté l'autre jour l'émission, j'ai sursauté, et effectivement, tout ce que le président Tapo a dit est vrai. Ils ont saboté l'élection. Et si n'eût été la ténacité de M. Tapo, ça aurait été la catastrophe, il n'y aurait pas eu d'élection. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection. Bon, Dieu merci, on a tenu. Et on a fait l'élection présidentielle, ensuite les législatives et les municipales. Je suis resté pendant 2 ans, j'ai abandonné mon cabinet pendant 2 ans pour être à la CENI.
Donc c'est la première véritable crise post-électorale du Mali. Et c'était dû à l'organe unique qui était la première CENI indépendante.